Jean-François Geneste, merci beaucoup de prendre le temps de me parler. Alors, entre le SCAF, le nouveau porte-avions, les drones, l'IA, on a un petit peu l'impression que toute notre classe politique, pas que française, mais européenne, voire mondiale, est en train de courir comme un canard sans tête. On a vraiment l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils font. Alors, j'espère que c'est pas comme ça au niveau des états-majors, parce que sinon on est dedans. Alors, je vais commencer par une première question. A-t-on encore besoin d'un pilote dans l'avion de chasse? Ah, ça, c'est une excellente question. Et ben, écoutez, si vous me permettez, je vais commencer par une anecdote. Alors, j'avais un ami, quand j'étais jeune ingénieur, qui lui était plus âgé déjà. Il était au commercial à l'époque, mais il avait commencé sa carrière dans Matra, qui faisait des Mhm. missiles, RR notamment, à ce qu'on appelait la division d'appui scientifique et technique. Et quand il faisait ce qu'on appelait enfin, l'ancêtre des simulations, des calculs, etc., un jour, il est allé voir le directeur technique qui s'appelait donc Ebel, il lui dit, Ouah, c'est magnifique, j'ai trouvé une façon de gérer la trajectoire du missile qui augmente la probabilité d'impact sur la cible et qui l'amenait à 99% à l'époque. Donc jusque-là, tout allait bien. Et il rajoute, et en plus, on tue pas le pilote. Et là, il s'est fait remonter les bretelles, où le directeur, donc Ebel, là, lui a expliqué que le but, c'était d'abord de tuer le pilote, parce que en temps de guerre, on peut sortir les avions comme des petits pains, mais un pilote, pour le former, il faut au moins 5 ans. Et la vraie denrée rare, c'est le pilote. Donc, à l'ère des drones aujourd'hui, garder un pilote dans l'avion, et notamment c'est le cas du concept SCAF de Dassault, me paraît absolument extraordinaire. Et je me demande ce qui a présidé à cette décision-là, puisque le SCAF, je le rappelle, c'est un avion central piloté avec un pilote à bord et avec, selon les configurations, 4 à 6 drones qui travaillent en collaboration avec l'avion central. Donc si on est dans un conflit, très clairement, la stratégie est toute trouvée. Il faut tuer le pilote qui est au milieu. Par ailleurs, je rappelle que la capacité comment dire, à descendre une cible, à tuer une cible avec un missile, c'est lié alors, la vitesse, mais surtout à la capacité d'accélération. Les capacités d'accélération se mesurent en g, donc en multiple de la gravité terrestre. Et un missile, typiquement, c'est 50 G d'accélération dans ses trajectoires. Et un avion piloté, le pilote à 10 G, il est presque mort. Et structuralement, l'avion lui résiste à 13 G. Donc, si on est dans le missile, on est sûr de gagner, entre guillemets. Et donc, ça donne une idée de la faiblesse d'un système comme ça. Par ailleurs, je rappelle que le SCAF, hein, si mes souvenirs sont bons, il est prévu pour 2040. Et 2040, je veux dire, C'est obsolète, ça. voilà, le problème du SCAF, c'est que c'est un concept qui est obsolète sur le papier avant même de démarrer. C'est incroyable. Et, Enfin, et donc, bon. comment peut-on poursuivre dans cette voie-là? Alors, je veux bien que les Allemands aient envie de nous voler nos technologies. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils le font. C'est pas nouveau. Dans un autre domaine, on a pu le voir encore avec les polyamides et BASF il y a peu de temps. Ce qu'on a laissé faire, d'ailleurs, c'est proprement scandaleux. Mais quelle est la logique? Quelle logique y a-t-il derrière, quoi? Parce qu'en fait, il suffirait d'équiper un Rafale du système permettant de contrôler les drones et on obtient exactement la même chose, non? Alors oui, mais je pense qu'il y a deux points particuliers. Il y a un premier point qui est que beaucoup de postes importants dans l'aéronautique sont tenus par d'anciens pilotes, donc voilà, qui ont une sorte de nostalgie. Et ensuite, il y a un aspect économique, c'est-à-dire que si on commence à faire des drones, la hiérarchie des entreprises
notamment Dassault, Thales, Airbus, machin, elle s'effondre. On le voit bien, par exemple, avec les nouveaux entrants du monde extérieur. Alors, je pense aux Chinois, etc. Il y en a d'autres, hein, qui vont être potentiellement beaucoup plus innovants parce que c'est dans des petites structures. Il n'y a pas la lourdeur, il n'y a pas si on pour reprendre la France, il n'y a pas la lourdeur de gestion imposée par la DGA et les autorités, enfin bon, etc. Et donc, ça laisse beaucoup plus de place pour la même quantité d'argent à des innovations, des essais, des tentatives, si vous voulez, que aujourd'hui dans un système qui est complètement normé et phagocyté. Et pourtant, rien n'empêcherait ces entreprises de se mettre à faire des drones ou alors de faire Oui, un petit peu leur propre, je dirais, skunkworks, pour prendre une oui, oui, analogie bien sûr. américaine, parce que c'est comme ça que ça a été fait à l'origine. Hein. Lockheed, faites ce que vous voulez, vous avez tant de budget, démerdez-vous. Et puis ça a donné l'U-2, ça a donné comment il s'appelle, le premier avion furtif, la très haute altitude, le SR-52, Le c'est ça? SR-71 de Ouais, Blackbird. SR-71, voilà, SR-71, ça a donné tout un tas de choses, et ce, dès les années 50, et le skunkwork fonctionnait de manière parfaitement indépendante. Oui, alors là, si vous voulez, alors j'ai vécu moi, hein, puisque j'étais dans Airbus, donc j'ai fait partie de EADS Innovation Works, qui est devenu Airbus Group Innovation. Et c'était une sorte de copie conforme de Skunkworks il y avait l'équivalent chez Boeing, je me souviens plus, Phantom Works pour Boeing. Mais en fait, si vous voulez, alors moi je vais dire ce que je connais et la façon dont ça marchait dans Airbus. Hein. Ça marchait de la façon suivante, c'est-à-dire que en fait, c'était pas une entité qui était là pour innover et faire que de l'innovation pure. C'était une entité qui était là pour faire de l'innovation qui allait servir à toutes les filiales du groupe. Et là, le piège qui a été tendu et qui s'est révélé être enfin, assez extraordinaire, c'est que au lieu d'avoir un budget propre fourni par la direction générale du groupe, alors qu'on faisait partie de la direction générale du groupe en réalité, il fallait aller quémander et passer la sébille auprès des différentes filiales et donc essayer de trouver des projets communs qui intéressaient le spatial, les hélicoptères, les avions, etc. Parfaitement idiot. Voilà, et avec personne qui voulait payer en plus. Donc, si vous voulez, ça a eu vite ses limites. Et moi, j'avais dit à Tom Enders en son temps que c'est pas les, si demain il y a plus besoin d'avions parce qu'on a inventé la téléportation, par exemple, c'est pas les gens d'Airbus Avions qui vont aller dire qu'il faut plus d'avions. Que c'était notre, voilà, mais c'est un discours qui est jamais passé. On se demande pourquoi. Oh, voilà. Pourtant, c'est la réalité, vous voyez. Bon, après, si je reviens sur les drones, il y a un point quand même qui est important, c'est qui est une question qu'on devrait pouvoir se poser. Les drones sont nés aux États-Unis, mais alors je parle des drones de type Reaper, hein, MQ-9, là, les drones Hmm. d'observation, qui ont été, si mes souvenirs sont bons, utilisés pour la première fois sur le territoire afghan, Oui, au-dessus du territoire afghan. Et bien entendu, tout le monde l'a vu et tout le monde aurait pu le faire. En fait, tout le monde a voulu le faire en France, dans les industriels, mais le système est tellement pourri, on va dire ça comme ça, que ils se sont, comment dire, stérilisés les uns les autres. La DGA a pas su choisir et finalement, elle a choisi personne. On était, il faut le rappeler, en récolte des bénéfices de la fin de la guerre froide, donc les budgets étaient chiches et étaient en décroissance, et donc ça a bien arrangé la DGA de ne payer personne pour faire des drones. Et après, si on se replace au niveau européen, avec les Allemands qui sont rentrés dans le jeu, les Espagnols et les Italiens dans une moindre mesure, les Allemands voulaient être les leaders des drones. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas à cause de la guerre, ils n'ont pas le background qu'on a dans le domaine aéronautique. Ils ont voulu phagocyter ça à l'intérieur d'Airbus, ça je l'ai vécu, hein, malheureusement. Mais bon, c'était lourd, cher, pas performant, enfin bon, etc. Et donc ça aurait pas intéressé beaucoup, même s'il y a eu le projet Eurodrone, qui existe peut-être encore, j'en sais rien, mais intéresse pas beaucoup enfin, l'armée française globalement. bah, pourtant on a acheté les Reapers, hein, il me semble. La France a acheté. Alors, oui, oui, mais on achète les Reapers américains, mais Ouais, c'est ça. l'Eurodrone, c'est autre chose, c'est un truc qui vaut 7 milliards d'euros, si je me souviens bien, et qui répondra probablement pas aux besoins. Ah bah, c'est génial, on a encore affaire à des. Non, parce que c'est pas très compliqué. Enfin, les trucs du genre MQ7, MQ9, on voit très bien aujourd'hui qu'ils sont déjà obsolètes, hein, puisqu'ils sont à battre très facilement. Ça vaut la peau des fesses. C'est plutôt parce que
Quand on regarde la guerre en Ukraine, ou quand on regarde ce qui se passe en Iran ou à Gaza, etc., on se rend compte qu'en fait les drones, aujourd'hui en tout cas, ceux qui sont efficaces sur le champ de bataille, c'est quelque chose qui relèverait plus de l'artillerie en fait que de l'aéronautique. Alors On attendez, s'y penche bien. il faut préciser pour nos auditeurs là qu'il y a plusieurs types de drones. Les drones dont je parlais jusqu'à maintenant, là, Eurodrone et compagnie, MQ-9, Reaper, là, ce sont des drones, en gros, d'observation, de renseignement du champ de bataille. Donc, c'est ce qu'on appelle les drones MAL, pour moyenne altitude, longue endurance. Hmm. Donc, ces drones-là volent à relativement haute altitude, assez longtemps, enfin bon, etc. En fait, si personne n'en a fait, en réalité, c'est parce que même pas Airbus, quand j'y étais, ne voulait faire le vecteur, parce que le vecteur ne coûte pas cher, comme vous l'avez dit. Mhm. Par contre, tout le monde veut faire la charge utile. Parce que la charge utile, elle est très chère, puisqu'on demande des performances un peu particulières, et donc tout le monde veut se concentrer sur la charge utile. Mais alors, donc il y a eu plein de projets où finalement l'idée c'était d'acheter le vecteur à Israël, par exemple, et de lui mettre une charge utile. Vous voyez, des montages industriels qui, à mon avis, tiennent pas en matière de défense puisqu'ils sont dépendus d'une entité extérieure. Alors ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, puis pour l'avoir vécu à titre personnel, quand j'ai proposé, moi, des améliorations substantielles du vecteur, on m'a clairement dit que ça ne nous intéressait pas en interne, que ce qui intéressait, c'était que la charge utile. Or, dans les innovations que je proposais, on multipliait la rayon d'action par deux, ce qui est quand même pas zéro, vous voyez. Incroyable qu'une boîte d'avion ne veuille pas faire l'avion lui-même, Et vous puis voyez. surtout qu'une charge utile sans vecteur ne sert à rien. On est bien Ah d'accord. ben oui, oui, oui. S'il n'y a Voilà. pas de vecteur, ça marche D'ailleurs, pas. les Iraniens viennent de le démontrer aussi. Voilà, on est bien d'accord. Oui, C'est oui, parce oui. qu'ils ont la maîtrise. Alors après, Euh, il y a les drones de combat. Ceux-là, on n'en a pas en parlé. Alors vous avez, alors le problème, c'est que les drones de combat, ils sont devenus très très divers aujourd'hui. Vous avez les FPV là, qui observent et puis qui peuvent être plus ou moins kamikazes ou avoir de toutes petites charges. Puis après, on a toute la gradation en étant plus gros, en allant plus loin. Et si on regarde même le conflit ukrainien actuellement, ils utilisent même des avions d'aviation générale qu'ils dronisent. ouais, c'est Donc, ça. comme Ouais. quoi, c'est pas très compliqué. C'est Et des qui ULM, ouais, qu'ils utilisent, ouais, effectivement. voilà, et ils leur font faire 2000, 30 kilomètres pour aller taper en profondeur dans le territoire russe. Donc, c'est pas très très compliqué, mais enfin, comme en 1940, quand on a la ligne Maginot, on est à peu près dans la même situation. On a au moins une guerre de retard, peut-être deux, dans le concept, même pas dans les produits, dans le concept. C'est grave. Et donc, pour passer au côté marin de la chose, le second porte-avions. Parce que ça, c'est drôle aussi, quoi. Alors, le porte-avions, oh là là. Euh, alors, le porte-avions, bah écoutez, je pense que le conflit ukrainien a montré très clairement que personne n'est capable d'arrêter un missile hypersonique. Comment dire, je ne sais même pas s'ils savent le voir sur les écrans de radar, mais enfin bon, ça c'est sûrement classifié. Donc en fait, aujourd'hui, l'impression qu'on a en regardant le conflit ukrainien, c'est que quand la Russie tire un missile hypersonique, le temps qu'on voit qui part du silo ou de l'engin où il est déjà arrivé, et entre-temps, on n'a rien vu. On peut imaginer un engin hypersonique arrivant sur un porte-avions, selon la charge, et si on en envoie deux ou trois avec des faibles charges ou un seul avec une grosse charge, voire nucléaire, bon, bah, le porte-avions, c'est terminé, quoi. Il n'aura même pas le temps de tirer un coup de feu, qui sera déjà mort. Et donc, c'est un engin impotent, totalement impotent. Et quand je vois qu'en France, on veut en faire un deuxième, alors là, je suis scandalisé parce qu'on va mettre 10 à 15 milliards d'euros dans un truc qui sert à rien, qui peut être détruit en rien de temps. Alors, j'avais écrit quelques années maintenant, que aujourd'hui, dans un conflit majeur entre Russie et États-Unis, les 12 porte-avions américains, dans l'heure qui suit la déclaration du conflit, il n'y en a plus un sur la planète. Exact, puisque les Chinois ont une infrastructure de surveillance satellite qui les permet de les traquer Oui, en permanence, quoi. Ils traquent toute l'US Navy. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les porte-avions américains dans le golfe d'Ormuz, enfin ils sont pas dans le golfe d'Ormuz, oui, oui, ils sont pas dans en le détroit, ils retraite. sont à 400 kilomètres, à 400 000, pardon, à peu près 600 kilomètres Oui, oui, des bien côtes sûr. iraniennes, quoi. Et puis il y a aussi une chose à rajouter, ce sont les drones sous-marins. Ça aussi, c'est redoutable parce Ah qu'ils bah, les ils voient vont pas se- arriver.
Alors, non seulement les drones sous-marins, alors, les drones sous-marins, c'est très, très, très compliqué, parce que ça dépend de la profondeur à laquelle ils sont. Il y a des endroits où on les repère mieux que d'autres, etc. Mais bon, il y a aussi l'aspect statique et passif où ils pourraient être en veille comme des mines, un petit peu, parce qu'on peut Bah, avoir c'est des ça, drones. apparemment, c'est ce qu'ont les Oui, Iraniens, apparemment, ils en auraient plus de 4000. Et c'est des trucs, le principe est assez simple, hein. Ce sont des torpilles autonomes, tout simplement, oui, c'est qui ça. vont patrouiller jusqu'à 5 jours à très très faible vitesse, à moyenne profondeur, entre 50 et 100 mètres, qui sont capables de se mettre également en repos, hein, sur le fond de la mer en cas de besoin, et qui identifient les coques en fonction de leur signature acoustique, hein, comme les Mhm. sous-marins le font avec les oreilles, hein, voilà, les sous-mariniers avec les oreilles. Et donc dès qu'ils en chopent une, en fonction parce que naturellement chaque navire a sa signature qui est propre, hein. Donc ça signifie qu'ils ont du renseignement. Ce renseignement, ils l'ont pas eux-mêmes, ils l'ont obtenu des Chinois, des Iraniens. Et tout cela est géré par IA, et donc ça vous fonce dessus entre 18 à 25 nœuds, quoi. Ce qui Oui, c'est suffirait, ça. apparemment, vous prenez une nuée de trucs comme ça, c'est imparable. Alors, ils peuvent aller vite, et encore, ça, c'est les Iraniens, parce que les Russes, par exemple, ils ont des torpilles à cavitation qui vont à 350 ou 400 km à l'heure. Et là, Les Iraniens aussi en ont, hein, dans leurs mini sous-marins. a priori, oui. Mais enfin bon, on attend de voir l'utilisation, si je puis dire. Et écoute, un porte-avions, ouais, bah, il y en a déjà au moins deux qui se sont fait taper, hein, au moins deux navires américains qui se sont fait Oui, taper, l'Abraham Lincoln et puis comment il s'appelle, le Tripoli, là, le navire de débarquement oui. amphibie, qui a fait demi-tour, qui a fait demi-tour prestement, après c'est pris en drone apparemment, mais bon. Oui, Mais oui. Si vous me permettez de faire un petit point politique sur la France, le fait de décider aujourd'hui de faire un porte-avions, un deuxième porte-avions, pour moi, c'est une décision qui implique un désir néocolonial. Il ne peut être efficace que contre des pays extrêmement faibles, et donc ça fait état d'un esprit néocolonial qui est pas pour me plaire particulièrement, si vous voulez. Voilà. Euh, Si on doit faire la guerre, c'est contre des vrais ennemis et pas contre des gens qu'on veut asservir. oui, non, en matière de projection de force, on connaît très bien les limites, hein, des porte-avions. Et vu la prolifération des techniques de vecteurs missilaires, hein, que l'on doit à nos chers amis chinois qui l'ont joué très très fine depuis 15 ans, hein, c'est la Oui, fameuse affaire Carly, si je ne m'abuse. Ils ont proliféré tout ça sur les routes de la soie, en particulier à l'Iran, qui est quand même la pièce maîtresse du dispositif, hein. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un grand oui. annulateur de puissance, là. Quatre porte-avions dans la région, trois ou quatre porte-avions dans la région, les Américains, donc escadrent avec l'escorte et tout le tremblement, et Oui, il oui, n'arrive à le rien. groupe aéronaval. Oui, ben, en fait, de toute façon, il n'y a pas que le porte-avions lui-même qui est à risque, hein. Il y a tout le groupe aéronaval. Et ça, c'est un vrai sujet. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, les États-Unis payent d'une certaine façon leur manque de révision de la conception de la guerre à l'ère des drones. Ils ont toute cette armada navale avec un système industriel derrière, hein, qui est gigantesque, hein, pour faire tout ça et, euh, et qui sert enfin, objectivement à pas grand-chose Oh, actuellement. Et en la valeur plus, à l'actionnaire, c'est déjà beaucoup, hein. oui, oui, ça c'est vrai. Et après, comme de toute façon, ils passent leur temps à se projeter, si d'aventure on leur interdit la projection, alors il y a deux façons de leur interdire la projection. La première, c'est avec les drones, alors qu'ils soient sous-marins ou pas d'ailleurs, et qui avec des portées relativement longues pour leur dire vous approchez pas des côtes. Et la deuxième, c'est par le spatial. S'ils deviennent sourds et aveugles, ils iront pas bien loin. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est le type de guerre qui se profile, et je pense que plus ça va aller, plus les Américains devront éviter de se projeter contre des puissances réelles, hein, d'accord? Ça devrait nous faire réfléchir, nous aussi, à défendre le territoire, au lieu d'avoir un ministère de la guerre, d'avoir un vrai ministère de la défense et de faire respecter nos eaux, hein, puisqu'on a quand même la deuxième surface maritime du monde, qu'on ne fait pas respecter faute de moyens. Et pour ça, effectivement, on n'a pas besoin de porte-avions, on a plutôt besoin de Non, navires de patrouille et de sous-marins, y compris de sous-marins conventionnels qui font bien très sûr, bien le bien sûr. boulot. Oui, On n'a pas diesel. besoin d'avoir du nucléaire de partout, quoi. Oui, absolument, c'est vrai. Donc effectivement, quand on voit donc 15 milliards d'euros pour un nouveau porte-avions, ça fait trentaine de frégates, non? C'est ça? Ouais, 500 millions de Je frégates à peu près, c'est ça? On va calculer comme ça. ne sais pas, Donc ils mais sont c'est complètement possible. fous, C'est ils sont possible. complètement malades. C'est, Oui, oui. et donc, c'est que, enfin,
on a quand même des militaires qui sont relativement intelligents en France, soyons clairs. Ce ne sont pas des imbéciles, hein. Euh, euh, Comment peuvent-ils laisser passer ça? Qu'est-ce qui se Alors, passe? moi, j'ai une petite idée parce que, en fait, quand je dis que comment dire, que les porte-avions ne servent à rien, je dis ça depuis 2018-2019. Et j'ai des amis qui sont Et vous vous faites injurier, comme tout le à la monde, comme tous ceux retraite qui et vous le disent. amiraux, à la Ah, retraite, amiraux, des généraux de la DGA, que je connais quelques personnes. Et quand j'ai dit ça en 2018-2019, ces gens-là ne m'ont pas cru. Et pour vous dire même, puisque il y avait la guerre en Ukraine n'était pas déclarée, ils pensaient que les Russes mentaient sur les missiles hypersoniques. oui, bon, Alors on a j'avais vu. dit, Oui. à l'époque, si vous me payez, moi je peux vous faire un missile hypersonique, mais faut quand même me payer, je vous le ferai pas gratuitement. Et petit à petit, avec le conflit ukrainien, ils ont enfin compris. Mais ce sont des retraités. Je ne sais pas si les gens en active, alors non seulement probablement qu'ils en ont conscience, mais est-ce qu'ils ont le droit de dire non, non, mais il faut arrêter, il faut faire autre chose? Et est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière dans un système qui est quand même extrêmement contraint, où aujourd'hui la DGA joue un rôle, de mon point de vue, délétère, puisque c'est pas les militaires de terrain qui commandent leurs armements, c'est la DGA qui les commande, en Hmm. quelque sorte, et qui commande les développements. Donc là, Ça, il y c'est a un comme. problème. Il y a quand même une responsabilité du pouvoir politique qui est immense, là, en la Ah oui, matière. pour le pouvoir politique, il faudrait avoir des gens intelligents au pouvoir et ça fait longtemps qu'on n'en a pas. Donc, si vous voulez. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, oui, donc on parlait donc de contrôle du domaine maritime français qui est effectué par manque de moyens. Vous aviez un projet, moi, que je trouve assez intéressant, c'est votre projet de dirigeable porte-drone. Alors, Oui. vous nous ressortez le Zeppelin ou bien Alors, oui, oui, alors, enfin, oui et non, si vous voulez. Le Zeppelin, c'était un très, très bon outil dans les années 30 et alors, il a eu ce malencontreux accident à Lakehurst, là, où enfin, il s'est enflammé, etc., et qui a été, à mon avis, qui a fait l'objet, alors, d'une désinformation colossale, mais il faut le replacer dans son contexte historique et politique. C'est-à-dire, c'était sous l'Allemagne nazie, avec, si les gens s'en souviennent, quand même des croix gammées sur le Zeppelin, ça fait pas très bon effet. Et dans un contexte où ce Zeppelin était gonflé à l'hydrogène, euh, parce que l'hélium était sous embargo américain. Il y avait déjà des sanctions économiques à l'époque, si les gens s'en souviennent pas trop. Et alors, la désinformation, elle a consisté en quoi? Alors, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller regarder des images, hein, des photos qui ont été prises à l'époque de l'incendie du Zeppelin, parce que tout le monde a dit c'est l'hydrogène. Mais pour ceux qui connaissent un minimum de chimie, quand on fait brûler de l'hydrogène, ça fait bloup. En général, la flamme est bleue au mieux, et ça s'arrête là. Et bien que les photos soient en noir et blanc de l'époque, on voit bien que les flammes sont oranges. Donc c'est pas l'hydrogène, c'est pas l'hydrogène qui brûle. À c'est le l'époque, carburant? pour être étanche, l'enveloppe était en peau de cochon. Et tous ceux qui ont fait des barbecues savent que ça flambe bien et avec des flammes bien oranges. Ah, d'accord. Donc, alors aujourd'hui, alors je rappelle aussi que bien que le Zeppelin de l'époque fut gonflé à l'hydrogène, il y avait une salle fumeur à l'intérieur. Et la salle fumeur n'a jamais posé le moindre problème, d'accord? Donc on sait faire. Euh, donc aujourd'hui, moi, ce que je propose, si vous voulez, alors le gros problème aujourd'hui de l'équivalent du Zeppelin, c'est quoi? D'abord, c'est comment dire, les frais d'exploitation. Quand je parle des frais d'exploitation, j'entends une chose essentielle. Euh, deux choses en fait qui sont essentielles. La première, c'est que si vous le garez dans un hangar, alors je vais parler du mien, hein. Moi, le mien, c'est un catamaran. Donc vous avez deux boudins qui sont parallèles et elles sont reliées par deux ailes, comme un avion. 220 mètres de long, 110 mètres de large, 40 mètres de haut. Ça vous donne une idée du hangar qu'il faudrait pour le garer. Et si vous, comment dire, si vous en vendez 200 dans le monde, il vous faut 200 hangars. Alors, pour vous donner un exemple, parce que c'était Olivier Zarouati, quand il était le patron euh, comment s'appelle la société là? Elle a été rachetée par Safran depuis, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Ces gens, enfin, il était à la tête d'une boîte qui faisait le dirigeable qui survolait Mururoa quand on faisait encore des essais nucléaires.
Et quand les essais nucléaires sont arrêtés, eh bien, ils se sont posé la question de savoir s'il y avait un business case pour ça, quoi. Et en fait, quand ils ont regardé, le principal handicap, c'était l'investissement, quand ils ont calculé l'investissement nécessaire pour les hangars, pour ce type d'engin. Dans le monde, ils ont dit, oh non, ça passera jamais, et ils ont abandonné le truc. Alors ça, c'est un point important. Donc moi, mon dirigeable n'a pas besoin de hangar. Il a besoin d'un hangar de fabrication, mais qui est pas très haut, 15 mètres de haut, et alors qu'il fera 40 mètres de diamètre. Et comment dire et après, une fois qu'il sera sorti du hangar de fabrication, jamais plus de sa vie, y compris pour la maintenance, il ne rentrera dans un hangar. Il restera toujours dehors. Et la maintenance se fera dehors. L'intégration finale, au passage, se fait dehors. Et le deuxième sujet, ce sont l'infrastructure pour qu'il atterrisse. Alors, l'infrastructure pour qu'il atterrisse, si vous voulez, en gros, il y a allez, deux types d'infrastructures. Vous avez le hangar dont j'ai parlé, donc je ne reviens pas dessus, et vous avez un mât. Vous avez un mât auquel on va attacher avec une corde en gros, hein, enfin on va être simple. Comme le Zeppelin. Voilà, comme le zeppelin. Et s'il y a du vent, bah, il va tourner autour en flottant, etc. Alors on a deux problèmes avec ce mât. Le premier, c'est qu'il faut déplacer le mât. Il faut qu'il y ait un mât là où on va atterrir, à l'avance. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est des mâts, ça pèse des dizaines de tonnes, donc il vous faut une infrastructure routière, enfin, etc. Et bon. Et ensuite, le mât, il peut pas résister à tous les temps et à tous les vents. Et donc, de temps en temps, ça s'arrache. Et ça a été le cas euh, du dirigeable britannique dont j'ai perdu le nom, le Lander 10 ou un truc comme ça. Enfin bon, qui a été arraché par le vent en Grande-Bretagne de son mât et qui allait se cracher dans la forêt qui était derrière. Donc, vous voyez, ça donne une idée. Donc, moi, ce que je propose, bien entendu, j'ai pas de mât, j'ai pas besoin de préinstallation. On peut aller d'un point à un autre. Il faut dire qu'à l'origine, je l'avais conçu pour les militaires. Donc, qui voulaient aller un peu partout, dans le désert, enfin, etc. Et Ah, mais ça pouvoir. peut être aussi, ça peut être aussi extrêmement intéressant, par exemple, comme plateforme d'observation, puisque ça peut aller à des altitudes pas possibles. Ça avance relativement lentement, donc ça peut suivre une escadre de marine. C'est intéressant, ça, non? Alors, Ah. pour l'observation, oui, parce que, alors, pour l'observation, si vous voulez, on a de gros avantages, puisqu'on parle militaire, là. Puis la charge utile aussi, qui doit être énorme, non? Alors, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est un programme en plusieurs étapes. Première charge utile, 100 tonnes de charge utile, euh, avec 60 000 kilomètres de rayon d'action sans refueling. D'accord? Ça, une fois et demi le tour de la Terre. Deuxième étape, ça sera 500 tonnes. Troisième étape, 1000 tonnes. Et quatrième étape, 10 000 tonnes. Donc, on commence à avoir voilà. Ensuite, pour l'observation, si vous voulez, je vous ai donné les dimensions tout à l'heure. Donc, on peut faire de l'interférométrie avec ça. C'est-à-dire, vous mettez plusieurs systèmes, alors soit d'observation optique, soit d'observation radar, soit enfin, ce qu'on veut, et on va donc pouvoir voir avec des précisions et des résolutions qui sont assez extraordinaires, y Ça, compris pour les ça télécoms. peut être autonome également. C'est un drone, hein, on est d'accord. Oui, alors le mien est 100% dronisé. Ça, c'est un aspect commercial, si vous voulez. Euh, le système ne veut pas payer des pilotes pas chers. Donc le mieux, c'est de pas en avoir et de droniser. Bon, par ailleurs, on a quand même un avantage par rapport aux avions, c'est-à-dire que en cas de panne ou quoi que ce soit, le système, il flotte. Donc il va pas se cracher sur les habitations, etc. Il y a pas il y a pas vraiment de problème, quoi. Et après, il faut pas oublier, puisqu'on parle de militaire, la fonction AWACS. La fonction AWACS, elle est très importante et avec des bien meilleures performances qu'un AWACS lui-même. Hein. Donc, puisqu'on peut rester beaucoup plus longtemps en vol, stationnaire ou pas, on peut emporter plus de matériel, bien entendu. Enfin bon, etc. Il y a vraiment des possibilités importantes dans ce domaine-là. Et puis, on peut avoir des lasers de puissance à bord, puisque là, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est l'équiper d'un laser à 10 gigawatts puissance crête pour éventuellement descendre des ennemis. Donc, alors, il y a des problèmes avec les lasers, même à haute altitude, bon, ça, c'est pas aussi bien que ce qu'on pourrait penser, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comment dire, la lumière est tellement énergétique qu'elle va faire chauffer l'air quand elle passe dans l'air.
et elle va, comment dire, donc l'indice de réfraction de l'air va se modifier au passage de la lumière et le faisceau qui était convergent va finir par diverger. Donc on peut pas aller très très loin, mais si on fait ça par pulse et assez rapproché, on peut imaginer avoir oui, de bonnes portées et être assez efficace. Voilà, c'est des exemples, hein. Alors, porte-drone, bien entendu, vous en avez parlé. Ben, oui, c'est clair, hein, porte-drone, et si on fait 1000 tonnes ou 10 000 tonnes, donc on peut commencer à emporter pas mal de matériel, quoi. Alors, pour la logistique aussi, militaire, euh, il est bien clair que avec même le 100 tonnes, il sera meilleur que l'Airbus A400M comment dire, pour approvisionner le champ de bataille. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, 100 tonnes, c'est plus qu'une charge utile d'un 400M, ça, c'est pas la question. Le rayon d'action est bien supérieur à celui d'un 400M. Et par ailleurs, on va partir, on va faire du point à point, c'est-à-dire on peut partir de n'importe quelle base militaire ou je sais pas quoi, et pas forcément d'un aéroport, parce que je vous ai dit, je vous ai pas dit, il est tout temps, tout terrain. Donc, si vous voulez, déjà, on peut se poser partout. Et on va pouvoir atterrir directement sur le champ de bataille. Si on compare au conflit afghan, le conflit afghan, lui, si vous voulez, il fallait que les matériels arrivent, on va dire, à Roissy ou Bourget, quelque chose comme ça, ou une base aérienne. Et ensuite, après, il fallait aller Bagram, dans un pays, alors soit en Russie à l'époque, je pense, peut-être le Kazakhstan, Tadjikistan, Tadjikistan. Tadjikistan, oui, d'accord. Mm. Et ensuite, il fallait amener par route jusqu'au champ de bataille, vous voyez. Ou alors Ah, souvent par hélicoptère, par les Américains, ils faisaient ça au Chinook, à partir de Bagram, oui, mais pour 20 leur tonnes, pop. 20 tonnes max, hein. Ouais, 20 oui, c'est ça, mais c'est pour les FOB, quoi, voilà, c'était... Voilà, c'est ça, c'est pas du tout. Et donc, en fait, en logistique militaire, on est très très loin comment dire, de ce qui existe actuellement. On est bien supérieur à ce qui existe actuellement, quoi. Et donc, pour revenir vous voyez comment, vous, l'évolution réelle enfin, des besoins du champ de bataille aujourd'hui, parce qu'apparemment, c'est ce que nos dirigeants n'ont pas l'air de comprendre, ou alors ne font pas l'effort de comprendre, parce que c'est plus simple de recueillir l'assentiment d'industriels qui euh, sont utiles lors des campagnes électorales. Oui, alors, je vais pas répondre à votre question parce que d'abord, je sais pas y répondre, mais je pense que la réponse à la question dépend d'une ou deux questions qu'il faut se poser d'abord. La première question, c'est il faudrait qu'on ait l'équivalent d'un livre blanc, mais pas idiot comme ceux qui sont sortis ces dernières années, voire décennies, mais un truc qui identifie l'ennemi. Parce que jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a vraiment des ennemis dans le monde actuel? Nous, des rivaux, des adversaires, mais des ennemis au point de faire la guerre, Non, j'ai du mal à l'imaginer. Mais bon, enfin, on sait jamais. Et donc, il faudrait qu'on dimensionne et en qualité et en quantité notre outil de défense en fonction de ça. Bon, actuellement, ça, c'est pas fait correctement. Et bon, on peut crier au loup avec les Russes, mais c'est pas vrai. La Russie va pas nous attaquer. Ils sont que 150 millions, on est 500 millions, ils ont pas les moyens. Et on parle du nucléaire, mais c'est tout. Alors, les le Chinois non nucléaire, plus, ils sont pas du tout intéressés à oui, mener des opérations militaires hors de leurs frontières. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils arment les autres, hein, voilà. mais notamment les Alors après, Iraniens. Mais vous faites bien de le dire, puisque je prends au vol, c'était mon deuxième point. Le deuxième point, c'est si on veut une industrie de l'armement forte et exploitatrice, et qui soit normative au niveau mondial pour nous, comme avantage compétitif, si vous voulez, là, il faut faire une cartographie globale du monde, savoir qui on va soutenir, pourquoi, comment, etc. Et donc, enfin, dimensionner, subventionner notre industrie pour faire ça. Et à ce moment-là, ben, il faut regarder les besoins en fonction des pays qu'on aura identifiés qui font partie de notre sphère d'influence. Mais ça, c'est pas fait. C'est jamais fait. Donc, en fait, on n'a pas ouais, de stratégie, soyons clairs. Enfin, au sens on y de, en a de- de pas. celle que disait celle dont parlait le général Poiret, de stratégie intégrale, on n'en a pas. Non. On invente, on improvise, on fait du coup par coup, quoi. Alors, oui, même, enfin, c'est pire que ça. On vit, enfin, un peu comme si on était derrière la ligne Maginot. On est tranquille. On a la ligne Maginot du nucléaire aussi. Ne rêvons pas.
Alors, Bon, mais nucléaire, pourquoi? elle est réelle, celle-là, pour le coup, mais... Celle-là, elle est réelle, je suis d'accord. Il faut continuer, là, elle est très importante, cette composante nucléaire. Mais après, pour le reste, entre guillemets, on s'en fiche un peu. On fait par habitude et par connivence, puisqu'on continue à faire travailler des gens sur des sujets, on parlait du SCAF tout à l'heure, du porte-avions, etc. Ce qui m'inquiète, moi, bon, que les politiciens soient nuls, on y est habitué, mais que l'industrie d'armement soit corrompue au point d'accepter de faire des choses qui servent à rien, ça m'inquiète davantage, si vous voulez, parce que, enfin bon, la responsabilité morale d'une industrie d'armement, c'est quand même de fournir des outils qui vont servir et qui ne sont pas obsolètes avant d'avoir vogué, volé, je ne sais quoi, ou roulé. Donc franchement, là, je suis un peu, enfin, Bah, pour moi, c'est de la corruption. Trappier freine de deux pieds, a toujours freiné des deux pieds hein, sur le SCAF. Hein. Alors pas forcément pour les raisons que vous citez, mais notamment parce qu'il c'est hors de question que les Allemands viennent encore voler nos technologies, quoi, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, on est bien Oui, d'accord. oui, Hein. oui, mais je comprends bien pour les Allemands, mais si vous voulez, le concept de SCAF, il est sorti de chez Dassault, non? Oui, c'est ça, oui, les sorties chez l'assaut, oui. Ça, c'est pas très bon, enfin, de mon point de vue. Enfin, bon, D'accord. Bien écoutez, Jean-François Jeunesse, merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie.